Alors voilà que je fais maintenant, parce qu'il y a des gens qui nous l'ont demandé, je ne peux pas être là, est-ce qu'on va pouvoir le revoir? Donc, réponse oui, vous pourrez le revoir ou le voir en différé. C'est comme Nagir, au cas où vous ne nous connaissiez pas, on se place au service là, du développement des collectivités là, territoriales au Québec. On essaie de soutenir la capacité de ces communautés-là, de ces collectivités-là, de différentes façons, via des accompagnements et de la formation où on va essayer de renforcer les compétences, notamment avec d'autres, à travailler à des conditions plus favorables au développement des collectivités ou des communautés au Québec, entre autres en étant avec les partenaires du collectif des partenaires en développement des communautés. Entre autres, on a beaucoup de projets et toute la portion donc de renforcement aussi des connaissances, de la production à la coproduction, à la diffusion, à l'adaptation, jusqu'à l'utilisation, qu'on espère que ça soit utile. Donc, c'est un peu tout ça qu'on fait. Je vous fais une mini mise en contexte. En 2001, une étudiante au doctorat de l'UQO vient nous voir, puis elle nous propose un stage mi-taxe avec nous. Comme on est en plein travail de notre côté pour essayer de renforcer notre boucle de mobilisation des connaissances, notamment des connaissances issues de la recherche, Madeleine arrive à point nommé avec nous. Donc, on dit, d'accord, je vais vous la présenter mieux dans un instant. Et là, on fait une première étude exploratoire sur le rapport qu'entretiennent les élus avec différents types de savoirs et avec les porteurs de ces savoirs-là. On apprend des affaires, on est bien content, c'est le fun. Et là, on se dit, hey, on pourrait peut-être approfondir dans une deuxième étude. Alors là, Madeleine nous propose une deuxième étude pour aller voir comment les élus sont en lien avec des outils pour favoriser la participation des citoyennes et des citoyens, spécialement dans le contexte de la transition sociale et écologique. Donc, c'est le fruit de cette deuxième étude-là qu'on va vous présenter aujourd'hui. Euh, et d'autres choses aussi, parce qu'on s'est dit tant qu'à être là, on pourrait parler aussi d'initiatives inspirantes à ce niveau-là. Donc, hormis les résultats, il va y avoir ça aussi. Et là, pendant que je dis ça, je vais partager mon écran pour suivre mes affaires. Et là, je ne suis pas sur le bon onglet, mais c'est pas comme si c'était grave. Vous me direz si vous voyez bien la présentation en hochant de la tête, en mode plein écran. Oui, oui, merci Isabelle Houle. C'est parce que je ne vois pas tout le monde, mais toi, je te vois. Donc, merci. Alors, c'est comme déjà, je vous l'ai présenté tantôt. Vous devriez avoir reçu dans votre courriel la présentation en mode PDF si jamais vous voulez la noter, vous amuser avec, faire des avions en papier, c'est comme vous le sentez. Et vous avez aussi le lien vers le rapport de l'étude qui, lui, est vraiment plus juste autour des résultats. Et là, il y a des citations, donc il y a de la chair autour de là, ce que vous n'avez pas ici dans la présentation, qui est plus large par contre. Alors, je vous présente nos trois protagonistes. Donc, il y a Madeleine Lefebvre qui est avec nous, bien sûr, qui est doctorante en sciences sociales appliquées. Et là, je dis doctorante, mais elle va être docteur la semaine prochaine, c'est sa soutenance, à l'Université du Québec en Outaouais. Elle se spécialise dans le développement du collectif. Elle s'intéresse au rôle des élus dans les petites municipalités. Elle est elle-même élue municipale dans son coin de pays. Elle a effectué 2 stages avec nous, je vous l'ai dit, et a fait un paquet d'autres patentes, mais ça serait trop long de tout vous dire ça. On a aussi avec nous Catherine Lemieux-Bellil, qui est éco-conseillère diplômée, qui est chargée de cours en éco-conseil à l'UQAC, entre autres, et qui est professionnelle de recherche pour le laboratoire de gouvernance alternative, l'AGORA, toujours à l'UQAC. Depuis 5 ans, elle contribue à plusieurs projets de recherche-intervention, voire d'intervention, même recherche, et dans l'accompagnement de groupes intersectoriels et interdisciplinaires au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle est dans des initiatives qui incluent effectivement la participation des citoyennes et des citoyens, telles que, et elle va nous en parler tout à l'heure, Boré, entre autres, etc. Donc, Catherine a collaboré très, très directement à l'étude et c'est pour ça qu'elle va nous présenter des choses aussi. Et on a aussi Guy Chiasson, qui est avec nous, qui est professeur en sciences politiques et en développement régional à l'Université du Québec en Outaouais. Il est le co-directeur de la thèse de Madeleine, si je ne m'abuse. Ses recherches portent sur la gouvernance des territoires avec un intérêt particulier pour le rôle des municipalités dans leur développement et le développement de communautés dépendantes de la forêt. Depuis quelques semaines, là, peut-être que ça fait depuis quelques mois, Guy, c'est du vieux stock de juin dernier, il est directeur scientifique de l'Observatoire du développement de l'Outaouais. C'est bien ça, hein? Ça, c'était en mai.
peut-être plus, c'est ça. Donc, Guy va nous aussi avoir un bout avec nous. Alors, le déroulement de la présentation en tant que tel, on va avoir une petite introduction justement par Guy sur le lien entre les élus, la participation citoyenne et notre modèle de gouvernance municipale au Québec et au Canada. On va avoir, bien sûr, la présentation des résultats de notre étude exploratoire. On va avoir un moment d'échange après ça. Et ensuite, on va avoir regard sur des initiatives novatrices en lien avec le sujet de notre étude exploratoire et un dernier échange pour terminer. On a mis ça jusqu'à 13h15. Je me doute que des personnes devront quitter à 13h, mais le bout de présentation sera terminé, lui, à 13h et les personnes qui pourront demeurer avec nous. Donc, on pourra approfondir un peu les échanges. Avant que je l'oublie, vous l'avez déjà fait, mais ceux et celles qui le veulent, bien sûr, de garder votre caméra ouverte, c'est très agréable pour nous parce qu'on peut parler à des gens. C'est bien belle fun. En tout temps, vous pouvez déposer vos questions dans le clavardage et je les conserverai pour les périodes d'échange. Sinon, quand vous voudrez prendre la parole, vous ne vous gênez pas pour lever la main. Et je vais vous donner la parole tout simplement. S'il y a quelques difficultés que ce soit, vous pouvez nous écrire aussi dans le clavardage. Et comme on vous l'a envoyé par courriel, le rapport officiel, entre guillemets, qui est plus des résultats très succincts, là, pas un grand rapport à lire, là, avec des citations et tout ça, est déjà en ligne sur notre site Internet et le lien va vous être mis dans le clavardage si vous ne l'avez pas déjà vu, dans la seconde qui s'en vient. Alors voilà pour ça. On va se lancer, si vous voulez bien, avec notre introduction, les élus locaux et la participation citoyenne, la rencontre de deux mondes. Et je passe la parole à Guy. Oui, merci beaucoup, Sonia. Déjà vérifier que les gens m'entendent bien. Oui, OK, merci. Euh, donc, effectivement, peut-être, comme vous le voyez par le titre, l'idée, c'est un peu de réfléchir à qu'est-ce que c'est, pas qu'est-ce que c'est, mais réfléchir à la pratique des élus locaux avant d'aller à l'étude auquel on a participé et de voir le rapport euh, qui est normalement perçu par rapport à la participation. On peut peut-être avancer, Sonia. Euh, En fait, pour nous aider dans cette réflexion-là, là, à savoir ce rapport-là avec les élus et la participation éventuellement, euh, je proposerais de ramener une notion que j'ai travaillé avec ma collègue Anne Lévesque, qui est prof à l'Université d'Ottawa. Euh, Moi et Anne, on avait mis de l'avant l'idée qu'au Canada, on a un modèle particulier de fonctionnement municipal, on peut dire. Ce modèle-là a longtemps prévalu au Canada et qui distinguerait un petit peu la façon de faire des municipalités canadiennes par rapport à celles qu'il y aurait ailleurs. Euh, pour aller un peu vite, là, trois éléments qu'on mettait de l'avant dans ce modèle-là. Un, euh, le fait que les municipalités au Canada sont fortement dépendantes des provinces. Euh, euh, donc, ce qui veut dire généralement que le mandat des municipalités est défini par les provinces à travers des lois provinciales et donc c'est pas nécessairement les municipalités qui ont la capacité, au moins officiellement, de décider ce qu'elles font, mais c'est plutôt que le mandat qui leur est donné ou qui leur est découpé par la province. Euh, et aussi, de ça découle d'une certaine façon cette idée-là que les municipalités sont un rôle administratif plutôt que politique. Ici, administratif, c'est dans le sens où ils sont des exécutants, ils n'ont pas nécessairement des choix politiques à faire. Et donc, ça teinte de diverses façons la pratique municipale ou euh, non seulement la pratique, mais aussi comment on la conçoit, comment les élus eux-mêmes conçoivent leur rôle. J'y reviendrai un petit peu tantôt. Euh, euh, Deuxième élément dans ce modèle municipal canadien-là, c'est le lien nécessaire disons, central avec la propriété. Euh, donc, à la fois, il y a cette idée-là que le rôle justement des municipalités
c'est un rôle de service à la propriété par opposition à ce qui serait du service à la personne. Donc, les municipalités se concentrent sur ce qui est central du point de vue du foncier, donc des services euh, du pavage des rues, de la desserte d'eau potable, l'évacuation des eaux, déneigement, etc. Donc, toutes des choses qui sont liées à la propriété plutôt qu'à la personne, si on peut dire. Euh, et bien sûr, avec ça aussi, ce qui est tout à fait cohérent d'une certaine façon, c'est que non seulement les municipalités sont appelées à offrir des services à la propriété en priorité, mais aussi qu'ils se financent surtout et très majoritairement à partir d'un impôt qui est justement sur la valeur de la propriété, donc l'impôt foncier, qui est, selon l'École, bien au-delà de 50 des finances municipales sont dépendantes de cette forme de financement-là. Et puis, troisième, qui nous rapproche un peu plus là, de la question que je pose, c'est-à-dire cette idée-là que au moins dans le modèle municipal tel qu'on l'a longtemps conçu, les décisions sont laissées dans les mains des experts. Ici, les experts, c'est ceux qui ont des savoirs professionnels, donc des urbanistes, des ingénieurs, etc., et qui ont l'avantage, si on peut dire, d'une certaine façon, d'avoir des connaissances expertes qui sont considérées comme étant techniques et donc pas politiques à ce niveau-là. Donc, une forme de dépolitisation. Et je déjà soulignerais que dans ce contexte-là, la participation, que je mets en guillemets, on verra tantôt pourquoi, a assez peu d'intérêt, autant pour les élus qui considèrent qu'on est dans une dynamique technique et peu politique. Donc, la participation est peu valorisée, on peut dire, mais aussi pour ceux qu'on va appeler les citoyens qui ont peu d'intérêt à participer parce qu'on est dans des choses qui sont considérées comme étant techniques. Donc, ça se traduit notamment par les faibles taux de participation aux élections municipales là, qu'on connaît. Euh, dans ce modèle municipal canadien-là, généralement, on a tendance à voir l'élu municipal comme ce qu'on appelle, les Britanniques vont parler du gifted amateur. Donc, la personne se conçoit comme l'élu conçoit son rôle comme étant un peu, comme je l'ai mis là, une courroie de transmission, c'est-à-dire faire passer les demandes, les doléances des citoyens euh, face à l'administration municipale. Donc, d'une certaine façon, le gifted amateur, il a pas comme rôle de débattre des projets de société, il a comme rôle effectivement, d'être un intermédiaire entre la, pour rajouter à ça, peut-être que vous avez déjà entendu l'expression qui, à chaque fois, me fait sourire et en même temps, mais très parlante, là, cette idée-là de l'élu municipal comme le bon père de famille. Donc, la personne qui sait ce dont ses commettants ont besoin et donc qui n'a pas nécessairement besoin de le demander et qui va prendre les bonnes décisions parce il est connecté, il est au fait. Donc, comme vous le voyez d'une certaine façon, on est vraiment dans une logique de, de la municipalité comme un espace qui se veut autant que possible apolitique et je dirais avec un rapport avec les citoyens, encore une fois, entre guillemets, euh, 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 qui est aussi apolitique. Donc, le citoyen est conçu comme quelqu'un avec qui on va avoir des liens de proximité. On va le rencontrer quand on va à l'épicerie, on va le rencontrer dans la rue, etc. Donc, on s'imagine que les élus passent beaucoup de temps à l'épicerie parce qu'ils rencontrent plein de gens lorsqu'ils font leur épicerie, mais donc un rapport de proximité, mais pas un rapport politique. Le citoyen n'est pas conçu comme un intervenant politique, il est conçu comme quelqu'un qui va avoir des demandes potentiellement que l'élu va pouvoir transmettre. Euh, donc, un citoyen qui est lui aussi dépolitisé. Euh, donc, je continue sur un peu cette idée-là finalement pour constater que ce dont je vous ai parlé, là, ce fameux modèle municipal canadien, c'est quelque chose
qui était, disons, qui prévalait il y a 30, 40 ou 50 ans peut-être. Mais on a quand même passablement de recherches sur les grandes municipalités canadiennes, là, pour ne pas dire les grandes villes canadiennes, et notamment sur Montréal aussi, qui, au moins depuis les années 2000, tendent à montrer que le modèle est en train de s'effilocher d'une certaine façon, qu'on voit arriver des choses qui viennent l'ébranler dans une certaine mesure. Euh, euh, donc, d'une part, ouverture vers des services à la personne, donc des municipalités qui s'occupent d'itinérance, des municipalités qui s'occupent de choses qui étaient considérées comme extérieures à leur métier de base il n'y a pas si longtemps. Euh, Certaines politisations, je dirais pour aller vite, qui peut passer par le biais des partis politiques municipaux, qui sont une originalité du contexte québécois. Pas uniquement par là, mais au moins les partis politiques, dans bien des cas, ils ont tendance à amener une certaine politisation. Et puis, dernière chose, aussi le fait que bien des municipalités sont appelées à mettre en place des dispositifs de participation. Je les ai appelés innovateurs ici parce que, évidemment, les municipalités au Québec notamment ont à mettre en place de façon obligatoire des mécanismes de participation. Ceux qui sont rendus obligatoires par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme sont un bon exemple. Mais on voit un peu ici et là des municipalités, des grandes municipalités du moins, qui qui mettent en place, qui vont au-delà de ça et qui, euh, euh, l'Office de consultation publique de Montréal, là, c'est un drôle de temps d'en parler, mais c'est quand même un exemple qui existe depuis une quarantaine d'années. Donc là, on est allé bien au-delà de ce qui était obligatoire par la loi et on a essayé d'inventer quelque chose pour faire de la participation. Donc, encore une fois, on sort là, un peu de l'allergie à la participation qu'il pouvait avoir ou dans le modèle du rapport des politiciens avec les citoyens qui prévalait. Euh, donc, la question qu'on peut se poser, puis qui est un peu finalement quand on est arrivé, vers laquelle on est arrivé dans l'étude, là, mes co-présentatrices vont en parler plus longuement, mais c'est est-ce que ces dynamiques-là d'évolution, et en particulier sur la participation, est-ce qu'on les trouve dans un contexte de très, on a dit très petite municipalité, là, c'est le contexte dans lequel on a travaillé. Est-ce qu'on peut retrouver ce genre de choses-là aussi? Comment est-ce que le rapport à la participation traditionnelle qu'on avait dans le modèle municipal, est-ce qu'il est toujours d'actualité ou est-ce qu'on innove de ce point de vue-là? Donc, c'est ce que j'avais à vous présenter. Je porte la main à la prochaine. Merci beaucoup, Euh, Guy. pour ma Oui, Catherine? juste reculer d'une diapo, s'il te plaît, Sonia. Oui. En fait, c'est ça, l'autre élément qui est super important ou central dans la question qu'on avait, c'est en lien, pourquoi le lien entre la participation citoyenne comme fondement de la transition socio-écologique, donc l'autre aspect, je dirais, central de notre question. Et puis, je choisis deux angles pour vous l'expliciter. En fait, on sait que la participation citoyenne, c'est une des composantes essentielles pour le développement du pouvoir d'agir collectif. Et ça, on peut le voir en fait quand on le contextualise avec les enjeux du 21e siècle auxquels les collectivités territoriales font face. Vous le savez, dans les dernières décennies, il y a eu des grandes transformations démographiques dans beaucoup de petites municipalités, surtout périphériques, qu'on parle de vieillissement de population, d'une certaine exode des jeunes, de dévitalisation. Donc, c'est des défis très locaux qui habitent nos organisations municipales. Et à ça va s'ajouter les problématiques plus globales qu'on associe, par exemple, à la crise environnementale. Quand on parle de perte de biodiversité, par exemple, bien, concrètement, dans les MRC ou dans les municipalités, ça va vouloir dire mettre en place les pratiques de protection des milieux humides, par exemple, qui permettent aussi de protéger les espèces menacées ou vulnérables. Et ça amène son lot de défis, même si les outils sont en train de s'opérationnaliser. Si on peut faire la même réflexion avec l'enjeu de l'accroissement des inégalités sociales et économiques. Donc, dans les milieux périphériques, les populations touchées vont être encore plus vulnérables que dans les grandes villes pour l'accès aux services.
Donc, il y a un besoin, en fait, de développer, ou selon certains auteurs, de redévelopper ce pouvoir d'agir collectif-là pour que les collectivités soient capables d'innover socialement pour et par elles face à ces enjeux qui sont de plus en plus complexes et diversifiés. Les municipalités ont le pouvoir de soutenir ce développement du pouvoir d'agir collectif en agissant sur une autre de ces composantes contributives essentielles, là, sur les 4. Donc, elles peuvent vraiment fédérer les forces du milieu pour pouvoir agir vers des objectifs communs. Donc, c'est vraiment 2 aspects importants du pouvoir d'agir collectif. Première façon de justifier le lien entre participation citoyenne et transition socio-écologique. Maintenant, si on regarde dans une deuxième lunette plus qu'est-ce que c'est la transition sociale et écologique, je préfère le mettre en lien plutôt qu'en opposition avec le développement durable. Tu sais, c'est dans une même parenté de pensée, avec la particularité souvent que la transition socio-écologique, c'est souvent une approche beaucoup plus radicale de remise en question des gouvernances de nos systèmes, puis une recherche, je dirais, très appliquée de pistes de solutions. Et ça, quand on regarde dans la littérature ou dans les journaux, bien, vous allez pouvoir le constater dans des expérimentations locales où tu as des groupes d'acteurs diversifiés dans lesquels sont inclus parfois, souvent, on l'espère, des élus municipaux où on a de la recherche et des expérimentations, des mises en application concrètes de solutions. Puis ça, souvent, on va le voir au niveau de l'alimentation, de la mobilité, de la manière de développer le territoire. Et ça, c'est une démonstration comment la parole citoyenne, elle est fondamentale dans la transition socio-écologique parce qu'elle est moteur de mobilisation et d'action sur le terrain. Alors, c'est vraiment la raison pour laquelle on voulait questionner ce lien-là avec les outils de participation citoyenne chez les élus. Merci, Catherine. Super mise en contexte. Merci à vous deux. Madeleine, des résultats. Qu'est-ce que ça a donné, cette petite étude exploratoire? Oui, qu'est-ce que ça a donné? Ben, tout d'abord, je veux saluer tout le monde, la 60aine de participants. Je suis vraiment très heureuse, fébrile de présenter les résultats de cette étude-là qu'on a menée avec nos collègues. Et je salue aussi tout le groupe de Communes Agir. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. C'est touchant de vous revoir. Alors, je vais passer rapidement, Sonia, sur le contexte parce que là, je pense qu'on l'a dit, tu l'as dit, Guy a rappelé la question. On a bien campé pourquoi on s'intéressait aux liens entre les élus des petites municipalités, la participation citoyenne, la transition socio-écologique et les outils. Il existe des outils pour soutenir les élus dans dans ce moussage, dans cette promotion de la participation citoyenne, dans la mise en place de dispositifs. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a mené cette étude-là dans le cadre de mon 2e stage MITAX. Et qu'est-ce qu'on a fait pour répondre à notre question qui était justement comment les élus perçoivent et utilisent ou n'utilisent pas les outils ou certains outils qui existent pour les soutenir dans la mise en place de dispositifs de participation citoyenne. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a mené des entrevues de groupe dans 3 municipalités, petites municipalités, très petites municipalités de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ces entrevues-là ont été menées à partir d'un guide qui avait été conçu en 3 volets à partir de la littérature sur le rapport au savoir. Donc, ça nous permettait d'élaborer un guide qui était pertinent en fonction des connaissances qu'on avait sur le sujet. Fait qu'essentiellement, on a abordé les élus sur les besoins qu'ils ressentaient par rapport à la transition socio-écologique, mais qu'on a nommé avec eux aussi développement durable, parce que question de vocabulaire, transition socio-écologique, c'était pas toujours connu comme concept, tandis que le développement durable, qui est dans le vocabulaire là, social depuis plus longtemps, avait plus d'écho chez eux. Donc, on a abordé leurs besoins relativement à ça, leurs besoins ressentis par rapport à cette participation citoyenne-là, leur intérêt envers 4 outils qu'on avait sélectionnés. Je vais vous les présenter dans 2 petites minutes. Et ensuite, leur référence à eux. Si vous utilisez ou non ces outils-là, mais vous, chers élus de petites municipalités, qu'est-ce que vous utilisez? C'est quoi vos références par rapport à la participation citoyenne dans le contexte de la transition socio-écologique?
rapidement, les 4 outils qu'on leur a présentés, c'était le guide d'élaboration d'une politique de participation publique du MAMACH, qui s'adresse surtout aux grandes villes, parce qu'elles doivent mettre en place cette politique, mais il y a quand même là-dedans des conseils, des orientations qui peuvent s'appliquer puis servir aussi à l'ensemble des municipalités québécoises. Il y avait aussi la fiche au service des municipalités et MRC concernant la consultation d'une population ciblée, c'est-à-dire les jeunes, qui a été développée par la FQM. Fait qu'on essayait d'avoir des outils qui sont plus généraux, des outils qui sont plus ciblés. On avait des outils qui étaient très longs en texte, des outils très synthétiques, plus visuels, vraiment là, une grande variété. Donc, au niveau de nos outils plus visuels, il y avait la fiche des conditions gagnantes pour la concertation développée par Espace Muni. Si vous la connaissez pas, je vous invite à aller voir. C'est vraiment une facture visuelle intéressante. Et on avait finalement la fiche 3 du guide d'accueil et de référence pour les élus municipaux qui porte sur la participation des citoyennes et citoyens à la vie municipale développée par le MAMACH. Ça, ce qui est intéressant, c'est que ce guide-là, tous les élus québécois, quand ils sont élus, le reçoivent. Ils peuvent l'avoir imprimé ou version électronique ou les deux, mais ils le reçoivent, c'est le guide des élus. Donc, cette fiche-là, en principe, les élus l'avaient déjà eue. Elle faisait partie des 4 outils qu'on présentait. On a testé notre guide, juste mentionner, c'est quand même important, on a testé notre guide d'entrevue, de groupe, auprès d'une municipalité qui n'était pas au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et ça nous a permis, en fait, d'ajuster nos groupes. Parce que quand on a fait ce testage-là, il y avait la présence de la Direction générale de la municipalité. Puis on a trouvé ça super intéressant parce que, dans le fond, on a réalisé que dans la dynamique naturelle de travaux des conseils municipaux, souvent, le fonctionnaire municipal premier, c'est-à-dire la direction, le directeur ou la directrice générale, est très, très, très présent. C'est un allié très proche des élus. Donc, on a ouvert nos groupes quand on a fait les entrevues de groupe aux élus et DG si désiré. Ce qui fait qu'on a tenu 3 entrevues en avril dernier avec au total, si tu veux revenir, je crois que c'est 10 élus et 3 DG, je crois. Ouais, c'est ça, et 2. 10 élus et 2 DG qui ont été rencontrés. Alors, j'enchaîne rapidement avec les résultats. Les limites, mais je pense que vous pouvez aisément les saisir. On a rencontré 10 élus et 2 DG, donc on ne prétend pas que ce qu'on présente aujourd'hui, c'est ce que pensent tous les élus des très petites municipalités du Québec. C'est vraiment un coup de sonde, une photo. Ça nous permet de voir des tendances. C'est à vérifier, c'est à valider. Et en plus, c'était des gens volontaires. Hein, donc, on peut penser qu'il y a un biais d'intérêt aussi envers le sujet de la participation citoyenne. Alors, quand on dit les élus disent, les élus pensent tout au long de la présentation et dans notre rapport également, évidemment, on parle des élus qu'on a rencontrés. Fait qu'il faut toujours interpréter ces résultats-là avec beaucoup de prudence, mais ça ne veut pas dire que c'est pas valable, au contraire, d'autant plus que ça corrobore là, des études, d'autres études, dont le premier stage, la première étude menée dans le cadre de mon premier stage MITAX. Fait que quand on commence à avoir une certaine littérature qui présente les mêmes tendances, mais on commence à penser vraiment que ces tendances-là sont lourdes. Alors, merci Sonia. Je vais y aller avec, sans plus tarder, la présentation des résultats à propos du premier aspect qu'on avait abordé avec les élus, les besoins ressentis en matière de développement durable, transition socio-écologique, tout dépendant comment c'était nommé par eux-mêmes. Donc, ce qui est ressorti, c'est que les élus ont confiance en leurs actions conduites en faveur de l'environnement. Quand on parle de développement durable ou transition socio-écologique, eux, ils vont penser d'emblée à l'environnement, même si ces concepts-là englobent plus que l'environnement. Et ils vont parler avec beaucoup de fierté et de confiance d'une panoplie d'actions qui sont mises en place dans leur municipalité, des projets, des trucs très ciblés dont ils sont fiers. Et là, vous voyez dans le carré orange, là, tout ce qui est nommé là, ça a été dit durant les entretiens. Fait qu'on parle de chauffage et véhicules électriques, sécurité piétonne, cyclistes aquatiques, le choix des matériaux, les règles de construction, la revitalisation des berges, la gestion des matières résiduelles, le transport actif, tout ça, là, ça c'est nommé et avec beaucoup de fierté. Et c'est ce qui fait dire aux élus, bien, on est en branle, là, on est en marche en matière de développement durable, de transition socio-écologique. Et pourquoi on est en branle, pourquoi on est en marche, pourquoi on met en place tout ça?
3 raisons principales ressortaient de nos entretiens. Premièrement, la réglementation nous y oblige. On n'a plus le choix. On a souvent entendu ça. On n'a plus le choix, on est rendu là. Ensuite, on a de l'argent pour le faire. Il y a des subventions à aller chercher. Il y a des subventions qui nous y incitent. Et aussi, dans une moindre mesure, mais il y a quand même des élus qui ont mentionné, bien, on nous pousse, les citoyens aussi sont rendus là, ils nous le demandent. Donc, les besoins ressortis, il n'y avait pas tant de besoins que ça, dans le sens que si la réglementation provinciale va dans ce sens-là, les programmes de subvention sont présents, intéressants, et que les citoyens aussi le demandent, bien, nous, on suit, puis on est fiers de déployer autant de mesures que possible en faveur de ce développement durable-là ou la transition socio-écologique. Si je poursuis maintenant au niveau des besoins qui sont ressortis par rapport à la participation citoyenne. Ça, c'est particulièrement intéressant. Quand on traitait de la participation citoyenne avec les élus rencontrés, d'emblée, ce qu'ils nous disaient nous montrait qu'ils faisaient référence à une participation beaucoup plus sociale que politique. Même, on pourrait dire, parfois dans les discours, exclusivement sociale. Donc, en clair, on nous parlait d'actions bénévoles ou de participation à des activités déployées par des bénévoles ou par la municipalité ou par des organismes sur le territoire. Fait à titre d'exemple, on nous disait ah oui, ben oui, de la participation citoyenne, nous, on en a beaucoup, là, quand on organise telle activité, il y a tout le temps plein de gens, ou on a un comité de bénévoles qui organise plein de trucs, qui sont super dynamiques. Donc, c'est à ça qu'on faisait référence. Évidemment, ce n'est pas complètement détaché de la participation citoyenne en termes politiques. Souvent, même, c'est interrelié. Mais de la participation citoyenne, ce n'est pas que de la participation sociale bénévole. Donc, c'est intéressant de noter que pour les élus des petites municipalités rencontrées, participation citoyenne, c'est à ça que ça faisait référence. Et quand nous, les animateurs, on amenait plus le sujet de la participation en termes de politique, d'engagement dans des enjeux, de consultation, de donner son avis, son opinion sur ce qui devrait être fait, les orientations, tout ça, là ressortait le besoin d'avoir plus de flexibilité dans ce qui est demandé par le ministère, par le palier provincial, que les consultations formelles puis les comités formels de consultation. Mais je vais y venir quand je vais parler des outils. Donc, est-ce que les élus connaissent bien la participation citoyenne en termes d'engagement politique? C'est une question qui est soulevée là, à la suite de l'étude qu'on a menée. Je poursuis avec le deuxième volet qui était comme le cœur de notre étude, l'intérêt des élus envers les 4 outils présentés. Vous ne serez pas surpris que je vous dise que les élus, grosso modo, là, en général, préfèrent des outils à la facture visuelle intéressante, colorée et au contenu écrit, synthétisé, réduit. Donc, je pense qu'on ferait un sondage parmi vous, chers participants, puis on aurait, je pense, les mêmes préférences. Tu sais. Est-ce que tu aimes mieux un truc super coloré et synthétisé ou lire un truc super long et drabe? Il me semble que la réponse est facile. Fait que les élus, tu sais, ils allaient dans le même sens dans leurs commentaires. On préfère que ça soit synthétisé et visuel. Par contre, important de relever qu'ils connaissaient peu ou pas du tout les 4 outils qu'on leur a présentés, incluant la fiche qui est dans leur guide qu'ils reçoivent en tant qu'élus. Et aussi, en fait, si on leur demande ce qu'ils préfèrent comme outil, ben ils préfèrent pas des outils écrits. Fait que ça va peut-être avec le fait qu'ils connaissaient pas non plus ces outils-là, c'est parce que ça les intéresse pas tant que ça, des outils écrits. C'est pas qu'ils savent pas lire, là. C'est qu'ils n'ont pas vraiment le temps. C'est surtout une question de temps qui ressortait et aussi une question de culture de l'action. Il y a une culture dans les petits milieux de valorisation du travail terrain, des connaissances terrain, là, on pourrait en parler longuement, qui a vraiment des fondements culturels et pratiques et historiques très pertinents. Mais ça fait en sorte que tout ce qui est des guides écrits, que ce soit imprimé ou sur Internet, ça n'a pas vraiment la cote. On perçoit aussi, et je tiens à le souligner parce que là, je parle beaucoup, mais je ne lis pas mon PowerPoint, mais on perçoit aussi que ces outils-là qui sont écrits, même si on ne les connaît pas, on ne les a pas vraiment lus, on perçoit qu'ils sont déconnectés de cette réalité-là terrain de notre municipalité.
Ne serait-ce que parce que c'est un outil écrit sur un écran puis qui est tout beau, on se dit, ah, ben oui, c'est ça, là, c'est des universitaires qui ont pondu ça ou des gens de bureau qui ont pondu ça. Qu'est-ce qu'ils connaissent à notre réalité? À Et on Montréal va ou à Québec en plus. en plus, tu sais. Puis on peut aussi penser que, ben, je voudrais dire, il y a un argument de poids aussi qui est ressorti de ces entrevues-là. C'est, par exemple, le guide des élus municipaux, là, obligatoire, que ça fait 3 fois que j'en fais mention, là. Ben, ce guide-là, il est unique au Québec. Il y a un guide pour les élus municipaux, qu'on soit à Montréal ou à Maniwaki, ici, chez moi. C'est le même guide. Donc, on voit quand même qu'effectivement, des fois, il y a une mésadaptation au contexte, puis ça, les élus en ont parlé. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ben, ils préfèrent apprendre dans l'action en se référant à leur contact. Fait que je vais en venir dans quelques instants, là. Je pense que c'est la prochaine diapo, d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est quoi, vous, chers élus? OK, bon, les trucs écrits, plus ou moins, mais vous vous référez à quoi? On se réfère à quoi? On se réfère à qui, en fait? Parce qu'on se réfère à des gens. On se réfère à des gens qu'on connaît. Et c'est qui les gens qu'on connaît et en qui on a confiance parce qu'ils connaissent le terrain, parce qu'ils ont une grande expérience professionnelle, mais c'est nos fonctionnaires municipaux. C'est qui les fonctionnaires municipaux des très petites municipalités? C'est le DG. Okay? Il n'y a pas des grosses équipes, là. C'est essentiellement la direction générale. Et on parlait aussi des experts, des professionnels de la MRC. Les agents de développement aussi sont revenus dans les discours des discours des élus là, lors de nos entretiens. Donc, on se fie à nos connaissances, puis aux connaissances pas à nos connaissances, mais aux connaissances des fonctionnaires municipaux qu'on côtoie. Les élus ont dit, ils emmènent des consultations. Ah oui, ça c'est ressorti là, dans le cadre du projet de réflexion de tel truc ou dans le cadre de tel. On en a fait des consultations, mais c'est toujours sur des sujets par rapport à des projets très précis. Puis c'est peut-être pas mené cette consultation-là de la façon dont ça pourrait être décrit dans un guide. C'est souvent très, j'allais dire, organique, là, lors d'une activité, parce que les gens se connaissent, puis on en profite pour consulter, puis écouter ce qui est dit. Ou comme dit Guy, on passe beaucoup de temps à l'épicerie, je sais pas. Mais tu sais, mais il y avait quand même ce souci-là de consulter les gens sur des projets très précis. Et les élus ont parlé aussi, c'est ressorti des entretiens, qu'ils utilisent les réseaux sociaux. Puis ça, on le voit moins dans nos guides, mais c'est un outil super accessible. Pratiquement tout le monde connaît Facebook, par exemple. Fait que les élus ont mentionné que par Facebook, notamment, là, beaucoup plus Facebook que TikTok, je pense, Catherine. Par Facebook, ils vont faire une certaine forme de consultation de leurs élus, de leurs concitoyens. Mais qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir quand on leur demandait, mais vous rêvez de quoi? Le guide parfait, le site Internet qui fait des feux d'artifice? Qu'est-ce que vous aimeriez vraiment avoir comme outil de rêve pour vous soutenir dans la mise en place de vos consultations, de votre participation citoyenne? Ben, en droite ligne ou je pourrais dire, en lien avec tout ce qu'il nous mentionnait, c'était cohérent. Il nous disait, ben, on aimerait avoir de l'argent pour avoir plus de monde, pour engager des ressources humaines compétentes qui pourraient nous aider au niveau de la municipalité ou de la MRC, qui pourraient nous aider à faciliter la participation citoyenne. Je t'invite, Sonia, à présenter. Oui, c'est ça. Je vais vous présenter maintenant tous ces beaux résultats-là que je vous ai présentés quand même rapidement, mais je veux qu'on ait le temps d'échanger. Qu'est-ce que ça nous mène? Qu'est-ce que ça a soulevé au sein de notre petite équipe de recherche comme piste de réflexion? Mais j'en ai mentionné là rapidement, mais je vais vous les redire. Donc, la participation citoyenne en termes d'engagement politique semble peut-être méconnue. C'est une question, point d'interrogation. Les échanges qu'on a eus avec les élus nous ont porté à croire que ce l'était dans une certaine mesure, donc ce serait à explorer. Puis c'est quand même important, si on veut mousser la participation citoyenne pour la transition socio-écologique, qu'on parle un langage commun. Deuxième piste de réflexion. Les outils écrits sont peut-être à mettre de côté pour privilégier un accompagnement dans l'action. Là, je suis sûre que tout le monde fait « Ah, ben oui, mais tout le monde dit « bien oui ». Depuis longtemps, parce que quand on travaille en transfert de connaissances, c'est pas nouveau, là, cette information-là. Mais malgré le fait qu'elle soit pas nouvelle, à chaque année, il y a des guides, il y a des pages de sites Internet qui sont créées.
panoplie d'outils écrits qui sont créés à l'attention des élus. Fait que c'est comme si, on dirait qu'on le sait, qu'on devrait plus faire privilégier de l'accompagnement dans l'action, mais quand vient le temps de faire du transfert de connaissances, on a un vieux réflexe de créer un guide ou créer un outil. Fait qu'il faut peut-être se questionner à ce sujet-là, peut-être. Réflexion. La valorisation des actions déjà menées dans les petites municipalités est peut-être à mettre davantage de l'avant dans les approches d'accompagnement. C'est ressorti. On en fait des trucs dans les très petites municipalités. C'est pas nécessairement ce que vous retrouvez dans les guides, mais au lieu d'arriver avec ce qui devrait être fait ou ce qui se fait ailleurs, on peut-tu regarder ce qui se fait chez nous et le valoriser et y trouver un intérêt et comprendre que dans la culture, dans cette culture de très petite municipalité-là, ça peut être super pertinent et super intéressant ce qui est fait. Dans le fond, ouvrir le dialogue quand on arrive avec des façons de faire, ça peut fermer. Quand on arrive vous faites quoi et valoriser ce qui est fait, ça nécessairement, ça ouvre davantage. Donc, piste de réflexion là aussi pour l'accompagnement qu'on souhaite, pour ceux et celles qui souhaitent accompagner les élus. Et finalement, l'accompagnement pourrait être privilégié auprès des fonctionnaires municipaux aussi. On a peut-être tendance à les oublier, ces chers directeurs, directrices générales de municipalité, les agents de développement dans les MRC, mais sachant que les élus s'y réfèrent en priorité, peut-être qu'on devrait davantage s'y attarder dans tout le transfert de connaissances puis l'accompagnement qu'on fait. Alors, je pense que je suis rentrée dans mon temps, Sonia. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, comme d'habitude. Alors, 2 commentaires déjà dans le clavardage pour nous partir un peu. Marc, est-ce que vous êtes à l'aise de prendre le microphone pour nous partager votre réflexion? Merci. Laquelle? Celle qui disait le malaise élu, citoyen, le clivage. Oui, c'est ça. Ma perception, c'est que dans les petites municipalités, les élus sont d'abord des citoyens engagés. Donc, quand on place les deux dans 2 catégories, c'est pas parce qu'on devient un élu qu'on cesse d'être un citoyen ou une citoyenne. Alors, cette dynamique-là, j'ai un peu de difficulté, surtout qu'elle vient conforter une position d'espèce de miroir aux alouettes pour les élus, là, où on projette des attentes qui sont différentes de celles des autres citoyens qui désirent s'impliquer à d'autres niveaux dans leur communauté. Alors, il y a quelque chose aussi dans le discours à intégrer que les élus sont d'abord des citoyens et des citoyennes, tout simplement, et arrivent avec des compétences qui leur sont propres. Je vais prendre une ou 2 autres interventions, Marianne, puis je vous reviens après. J'ai déjà écrit dans le chat que tu allais être bien d'accord avec ce que Marc allait dire, parce qu'on s'en est déjà parlé, mais je trouvais que ça valait la peine de le mentionner. Puis j'avais aussi dans le clavardage, avant que je vous revienne, Jean-Denis, qui n'est pas Jean-Denis. Allez-y donc. Jean-Denis, il est à sa côté. Tu sais, d'entrée de jeu, dans votre présentation, Madame Lefebvre, vous avez mentionné que c'était des élus qui étaient volontaires. Donc, vous avez parlé du biais de l'intérêt, là. Est-ce que vous avez eu des réflexions à comment on plante des graines ou comment on suscite l'intérêt des élus qui ne sont pas du tout, par manque de connaissances, compétences, intérêts, au niveau, tu sais, en tout cas, comment on suscite l'intérêt de ces gens-là, comment on les motive, comment on arrive à leur créer l'envie d'en savoir un petit peu plus sur la participation citoyenne. Tu peux répondre, Sonia? Non. J'aime ça ne sera pas long. Ça ne sera pas long, Madeleine. Marie-Claude, est-ce que vous voulez peut-être nommer votre commentaire, votre question? Je trouvais que c'est une très bonne question. En fait, c'était pas déjà mon commentaire. Oui, c'est comme l'engagement politique, c'est aussi perçu par les élus comme une ingérence à leur rôle. Tu sais, je fais du pouce un peu à ce qui a été dit tout à l'heure, mentionné, là, tu sais, quand les élus sont des citoyens aussi, mais ce titre-là leur donne un statut, là, tu sais, à go, et on acquiert des compétences, on hérite de certaines compétences et de responsabilités qui, tu sais, que je pense que certains, en tout cas certaines, ils tiennent, ça fait que ça leur donne une certaine légitimité de dire, ben, vous m'avez élu pour décider.
Ça, je l'ai entendu à quelques reprises, mais aussi en siégeant sur différents comités, en s'impliquant, parce qu'inévitablement, sont impliqués dans toutes sortes d'autres. Ils deviennent des experts aussi, sans nécessairement, tu sais, cette expertise-là, c'est comme acquis avec le titre. Fait que ça devient, tu sais, comme une chasse gardée. On est élu, c'est notre responsabilité. Donc, la participation, c'est pas, tu sais, il y a une culture à développer. Moi, c'est la note que je prends, là. La culture de la participation publique en milieu municipal, autant auprès des élus et effectivement des DG là, dans les petites, très petites municipalités là, qui jouent tous les rôles. Là, ils n'ont pas le temps, mais il faut trouver une façon là, effectivement, de leur inculquer ça. Merci. Madeleine, Catherine, Guy, rapidement, allons-y. Ben moi, je vois un lien, en fait, puis je pense, je ne sais pas si c'était voulu, Sonia, mais je vois un lien entre les trois interventions là, de Marc, Madame Jean-Denis et Marie-Claude. Mais oui, les élus sont d'abord des citoyens, puis cette perception-là, qui est juste, en fait, c'est un fait, là, les élus sont des citoyens, mais qui est fortement ressentie, je pense aussi dans les petits milieux, vient jouer, vient teinter la perception qu'on a de c'est quoi la participation citoyenne, sa pertinence, puis ce qu'on devrait faire, parce que les élus nous le disent, puis ça, là, je vais mêler un peu trois trucs, là. Je vais mêler cette étude-là, l'étude 1 qu'on a faite dans le stage MITAX 1 et ma thèse de doctorat. Donc, les élus disent, ben, à quoi bon consulter puisque je le sais, tu sais, je les connais, c'est mes voisins, c'est ma famille, c'est mes amis, j'ai grandi là, je connais ma culture locale. Donc, il y a un peu cette perception-là de la consultation citoyenne avec la participation citoyenne avec un grand P, ça ne sert pas à grand-chose parce que, tu sais, j'en suis une élue, puis en plus, comme vous dites, Marie-Claude, mais j'ai été élue pour les représenter. Donc, ça, je l'entends même moi-même. Là, je vais mêler quatre choses. Je vais mêler aussi ma vie en politique municipale, mais je l'entends. On est élus, c'est à nous autres de décider. Ils nous ont choisis. Fait que là, on ramène tout le débat sur les différentes formes, en fait, de pouvoir, tu sais, le pouvoir politique, mais le partage du pouvoir aussi. Fait que je trouve ça super intéressant. Mais quand vous dites, suite à ça, Madame Jean-Denis, comment on pourrait susciter l'intérêt pour en apprendre davantage, utiliser des méthodes différentes, peut-être, je voudrais dire novatrices, qui vont nous permettre une participation citoyenne plus vaste que seulement les gens qu'on entend à l'épicerie, puis nos proches, puis les gens qu'on connaît parce qu'on est citoyens nous aussi. Puis, fait que comment on pourrait susciter ça? Ben là, je pense que dans notre étude, les élus nous en ont donné des pistes sur comment faire ça. Premièrement, il faut être présent. Lâcher les guides, aller les voir. Il faut être présent dans les petites municipalités, se faire connaître. On se réfère, puis on a confiance. Les élus se réfèrent et ont confiance envers les gens qui connaissent. Fait que si vous ne connaissez pas, puis vous leur envoyez un guide, l'influence est minime. Mais si vous allez les voir, puis ou téléphone ou Zoom, toutes les façons sont bonnes, mais être présent, vous devenez quelqu'un, vous devenez une source de référence. Fait que ça, ils nous l'ont dit. Puis, valoriser donc ce qu'on fait. Mais pour le valoriser, il faudrait le connaître. Fait que je pense que cette étude-là, c'est juste une petite porte ouverte pour en savoir davantage puis écouter plus ce qui se fait dans les milieux. Fait que je vais m'arrêter là parce que je vois des mains levées puis je vais laisser mes collègues parler aussi. Ce que je vous propose, parce que l'heure avance plus vite qu'on voudrait, et puis j'aimerais vraiment que vous entendiez, je vous garde, Mme Wong, pour tantôt, gardez votre main si vous pouvez rester. Je dirais que Catherine nous présente des initiatives inspirantes dans des petites municipalités, très petites municipalités, qui ont développé peut-être ce réflexe de participation, qui ont ouvert la porte, qui ont réussi à faire des choses. Je ne veux pas dire que c'est des modèles à suivre, mais c'est des choses qui peuvent être inspirantes. Je pense que ça pourrait nous aider dans notre réflexion. Donc, je vais repartager mon écran pour Catherine. Et s'il nous reste du temps, bien sûr, entre 13h et 13h15, on repartira l'échange parce que c'est vraiment super intéressant. Donc, Catherine, à toi la parole. Excellent. Ben, en fait, on m'avait demandé d'identifier deux exemples au Saguenay-Lac-Saint-Jean de participation citoyenne dans les petites municipalités qui sont soutenues, en fait, ou qui sont orchestrées par les municipalités. Alors, le premier exemple, je pense qu'il
qui est de plus en plus connu, c'est celui de l'approche de Petit-Saguenay, en fait, qui est fort intéressante, qui a publié sa politique de développement durable au cours de l'été dernier. Très petite municipalité, environ 600 habitants, puis qui, face aux enjeux de dévitalisation depuis plusieurs années, a décidé d'en faire une espèce de produit d'appel. On va miser sur le développement durable et la participation citoyenne, mobiliser les adaptations pour faire face aux enjeux qui sont rencontrés dans les municipalités périphériques. Cette démarche-là, elle est quand même particulière. D'abord, il y avait un engagement du conseil municipal. Il voulait avoir la politique la plus innovante possible. Et elle était basée sur des approches de consultation, participation citoyenne. Il y a ma collègue a été engagée en stage pendant sa maîtrise pour mener une grande participation citoyenne. 19 activités organisées sur 6 mois, elle a réussi à parler au tiers de la population, donc 200 personnes. Puis elle est vraiment allée sur le lieu où les citoyens se retrouvent. Fait que des actions avec le comité des loisirs, avec la bibliothèque, le comité de marche. Ils ont organisé des rencontres aussi pour certains publics cibles qui étaient absents de la consultation. Donc, un groupe de discussion pour les agriculteurs de la communauté qui avaient très peu de lieux de discussion, puis qui ont découvert des besoins justement d'échanger, puis de pouvoir se donner un pouvoir d'agir pour faire face aux enjeux spécifiques de ce groupe-là. Donc, une diversité d'activités sur le lieu où sont les citoyens, adaptées, très ludiques aussi, ce qui fait que les gens n'avaient pratiquement même pas l'impression qu'ils participaient à une consultation, mais donnaient les réponses avec grande joie. Je pense à l'activité des cocos de Pâques où les enfants, en échange de l'œuf trouvé en échange d'une réponse à une question, permettait d'avoir la fameuse friandise, mais c'est une manière de consulter la population très agréable et qui renforce le lien social. Dans ce qui ressort de tout ça, vous pouvez aller lire la politique sur le site web, mais ça a permis de bien définir avec la parole citoyenne c'est quoi le concept de développement durable qui est très, qui est très, je dirais, radical dans sa façon de voir le changement. Et il y a également un récit collectif qui a été développé, une approche basée sur le rêve. Ce récit collectif-là, c'est beaucoup des approches qu'on a dans les expérimentations de transition socio-écologique, ramenées de façon très visuelle. Donc, vous voyez ici là, l'espèce de 8 petits blocs avec le chemin de transition qui est imaginé par la collectivité. C'est vraiment une façon de s'approprier une vision municipale et de mobiliser les citoyens dans cette démarche-là. C'est très inspirant et ça porte des fruits à court terme, mais aussi à moyen et à long terme. Un autre exemple que je voulais donner dans l'autre diapositive juste après, qui est peut-être qui s'est vécu dans beaucoup de municipalités au Québec d'ailleurs, c'est les fameuses approches de municipalités nourricières. Donc, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a un organisme Eureco qui a vraiment soutenu plusieurs municipalités dans le développement de ces démarches-là, l'alimentation étant un lieu où on peut s'opérer la transition socio-écologique, et c'est basé sur l'engagement politique, où une municipalité va vraiment mobiliser ses forces dans le but d'augmenter la résilience alimentaire. On peut aller chercher des leviers avec la santé publique qui travaille sur les déserts alimentaires, avec les agents de développement qui veulent promouvoir le terroir, etc. Et les citoyens vont pouvoir choisir des actions qu'ils vont mettre en œuvre. Ça, on a 8 municipalités nourricières au Québec. Il y a encore plus d'initiatives diversifiées qui se sont vécues au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au Québec, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et il y en a plein au Québec de ces municipalités nourricières. C'est un des secteurs d'activité où on peut vivre la transition de façon concrète, puisqu'on espère que tout le monde peut manger 3 fois par jour. Donc, voilà 2 exemples parmi une panoplie qu'on peut choisir qui illustrent ces démarches de transition dans lesquelles les municipalités ont un rôle fort important à jouer. Merci, Catherine. Puis il y en a plein d'autres. Quelqu'un nous parlait dans le chat de Saint-Camille, par exemple. Effectivement, il se fait beaucoup de choses là-bas. Donc, c'est comme on se dit que c'est possible. Après, c'est toutes sortes de conditions, mais effectivement. Madame Wong, est-ce que vous avez toujours, est-ce que ça vous tente toujours de poser votre question si vous êtes toujours là?
Oui, ben bonjour. Je travaille chez Espace Mini. J'avais déjà vu, en fait, Madame Lefebvre aussi participer dans le cadre de l'événement sur les États généraux sur le développement des communautés, je pense. Oui, hein? J'avais trouvé ça super intéressant. Merci beaucoup. Je trouve ça super intéressant, ce qu'on partage aujourd'hui. Je me questionnais, nous, on constate, on travaille avec les municipalités, on constate un intérêt qui se développe et qui se grandit, en tout cas au niveau des fonctionnaires, sur le principe des communautés de pratique où on relance, dans le fond, on relance justement, on permet aux personnes d'échanger sur des initiatives qui se passent dans leur milieu. Puis je me demandais si, au niveau des élus, c'est quelque chose qui se faisait ou que certains des élus ont-ils participent-ils à ce genre de démarche-là? Donc, c'est une question que je vous lance. Je sais que nous, on en a quelques-uns sur quelques-unes de nos communautés de pratique, mais tu sais, c'est pas nécessairement, à moins que Richard, tu me corriges, là, mais des communautés de pratique qui sont destinées seulement aux élus. Donc, Ben, je peux peut-être commencer, mais Catherine, tu pourrais peut-être, puis Sonia aussi, compléter. J'ai eu vent aussi de communautés de pratique. J'ai participé aussi à une rencontre avec les ateliers de savoir partagé, plus dans l'Est du Québec. Fait que, tu sais, je sais qu'il y a des initiatives comme ça qui existent. Est-ce que c'est répandu partout? Je croirais pas. Par contre, ça me paraît hyper pertinent, ne serait-ce que, et là, si je ramène à notre étude, euh, les élus disaient les outils parfois sont mésadaptés ou on sent qu'ils sont déconnectés, même si on les connaît peu ou pas. Fait que le fait d'avoir des communautés de pratique qui mettent en relation des élus et des fonctionnaires de municipalités de taille ou de territoires comparables, ça, je pense que ça peut être super gagnant parce que là, il y a cette impression-là de déconnexion, elle va s'estomper. Là, on parle avec des gens qui vivent un peu la même chose, qui sont dans le même contexte. Donc, je pense que c'est quelque chose à mousser, ne serait-ce que la perception de déconnexion est un gros frein présentement là, à utiliser des outils qui existent par rapport à la participation citoyenne. C'est mon petit commentaire là-dessus. Je ne sais pas, Catherine, Sonia, si vous voulez compléter. Ben, en fait, moi, je sens qu'il y a une certaine... dans le contexte où le temps est limité, parce que c'était aussi une des raisons pour lesquelles le recrutement de groupes de discussion était très difficile. C'était pas tant un manque d'intérêt pour l'idée de transition socio-écologique comme le manque de temps des groupes, mais cette idée de communauté de pratique, on l'a vu ressortir aussi un petit peu dans les entrevues où il parlait de communautés d'échange, par exemple, à l'intérieur d'une même MRC, des municipalités qui ont des réalités semblables. Puis des fois, puis dépendamment des territoires, des fois, il y a des espèces de jeux, j'aurais tendance à dire amour-haine. Il y a une volonté de collaborer parce que ça nous renforce. Puis en même temps, il y a des enjeux identitaires ou de guerre de clocher encore, des fois, qui persistent dans certains territoires. Fait que ça peut... c'est comme des choses, je pense, en évolution. J'avais... Attendez, qu'est-ce que je voulais dire? Mais j'oserais dire, Catherine, le financement aussi peut influencer ces guerres-là parce que les enveloppes sont limitées, puis on doit se les séparer. Fait que là, c'est un peu comme on va collaborer, mais qui va avoir les sous pour développer son projet dans sa municipalité pour plaire à ses électeurs? Puis là, je ramène un peu de mon vécu en politique municipale, là, mais je pense que le financement, puis les difficultés financières des municipalités viennent influencer aussi cette espèce d'amour-haine-là dans la collaboration. Puis en même temps, si on reprend l'exemple de Petit Saguenay qui a vécu une grande réussite, mais tu sais, qui a vécu une réussite en fait dans sa démarche, bien, ça inspire les collectivités qui sont voisines, qui vivent des défis semblables. Souvent, c'est l'accès à la main-d'œuvre au-delà du budget, là. C'est l'accès à la compétence. En tout cas, qu'est-ce qui est l'œuf, qu'est-ce qui est la poule? Mais il y a une volonté justement de pouvoir mieux collaborer puis d'apprendre des bons coups qui ont été faits pour pouvoir les adapter aux communautés. Fait que ça aussi, c'est des choses qu'on entend dans les différents projets qui sont autour, là. Donc, voilà.
deux autres éléments que j'ai vus dans le clavardage, toute la question que les pouvoirs sont quand même beaucoup dans les MRC maintenant, la participation citoyenne à ce niveau-là, moins évident, comment, en tout cas, puis on ne l'a pas tant abordé là, jusqu'à maintenant dans notre présentation parce que ce n'était pas l'objet. Puis aussi, est-ce que dans ces communautés dites de pratique, est-ce qu'il pourrait y avoir des citoyennes, des citoyennes qui sont non élus? Est-ce que ça pourrait être quelque chose qui pourrait être intéressant et pertinent? Bien que je vous paraphrase, si jamais ce n'est pas exactement le sens de votre question, vous ne vous gênez pas. Madeleine, Catherine, qu'est-ce qui vous vient? Ou d'autres personnes hein, dans l'assistance, vous ne vous gênez pas pour lever la main. Vas-y, Catherine. Vas-y, Catherine. Moi, j'ai le goût de rebondir sur un autre projet qu'on réalise au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui est comme en parallèle ou qui fait du maillage. C'est qu'on peut avoir des projets aussi où on va avoir des consultations soit par type de population ou par communauté. Puis des fois, c'est ça, il y a une espèce de volonté de pouvoir lier les deux ensemble. La santé publique travaille beaucoup avec les organisateurs communautaires et leurs partenaires à mieux connaître les populations, leurs besoins, c'est un des mandats qu'ils ont, puis à travailler avec les collaborateurs, on parle de MAMACH, les agents de développement des MRC, etc., pour pouvoir augmenter le pouvoir d'agir. C'est une des préoccupations, en tout cas, qu'on entend au niveau de la santé publique au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et j'aurais tendance à croire que c'est quelque chose qui est assez transversal dans les approches de santé publique. Et ça, on le voit, et dans les questions qu'on a, c'est est-ce qu'on consulte au niveau d'une MRC, par exemple, pour la population des jeunes? Qui est comme un type de population très spécifique à sonder, avec des enjeux aussi éthiques encore plus pointus. Si je reprends aussi l'idée de la participation citoyenne chez les élus, tant dans les groupes de discussion qu'on a eus, qu'entre les groupes de discussion, il y a vraiment des connaissances à géométrie variable. Il y en a qui maîtrisent très bien les outils, puis il y en a d'autres, on voit, qui commencent à... Ils professionnalisent un petit peu leur vision citoyenne de comment est-ce qu'on consulte. Ça, on pouvait le sentir dans les entrevues. Et donc, il y a un développement de connaissances d'outils, puis est-ce qu'on se base davantage sur les compétences des MRC ou est-ce qu'on le garde à l'interne, ça, puis on fait un développement endogène de nos compétences de participation? Moi, je le sentais, en tout cas, dans les trois groupes de discussion et entre les trois groupes de discussion. Isabelle? Mais je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être nommé, puis dans le sens où la santé publique fait son bout, puis tu sais, on est partenaire. Moi, j'appartiens à la santé publique, je suis à PPR en santé publique, mais je pense aussi à tout le travail que les organisateurs communautaires, organisatrices communautaires font comme accompagnement. Puis quand on dit, ben les guides, pas tant, mais des ressources humaines, ben tu sais, moi, je vois bien le rôle des organisateurs, organisatrices communautaires, là, puis en tout cas, nous, pour notre région, là, Marie-Ève, là, qui est Madame Jean-Denis, là, pourra peut-être compléter mon, mon discours, mais qui est organisatrice communautaire dans ma région, mais c'est ça. Je pense que chez nous, ils sont très présents auprès des acteurs municipaux, puis dans les communautés, puis c'est un beau lien entre la gestion de la municipalité puis la participation citoyenne. Fait que ça va dans le sens, là, en tout cas, ça valide le travail que nous, on fait en Mauricie, Centre du Québec. Merci. Monsieur Paulus? C'est super intéressant ce que vous êtes en train de dire, mais ça me questionne quand même par rapport à l'échelle de participation. Tu sais, des fois, on instrumentalise la participation. Je l'ai vu en tout cas par rapport aux enfants, parce qu'on s'occupe aussi de municipalité Amis des enfants, un espace public. Puis des fois, c'est un peu ça qui se passe. Puis c'est un peu achalant, tu sais, de dire, ah oui, ils participent, mais ils sont là pour, je vais le dire platement, là, pour la photo. C'est un peu chiant. Mais j'ai vu des choses aussi super intéressantes dans certaines MRC en Montérégie, parce que c'est là que j'accompagne certaines MRC pour Municipalité Amis des aînés. Ce qui était le fun, c'est que la MRC prenait le lead de MADA, de l'ensemble du truc, mais on se déplaçait dans chacune des municipalités, puis la MRC organisait des consultations dans chacune des petites municipalités, et ça, c'était d'une richesse incroyable. Fait que d'avoir les deux, et quelqu'un qui disait tantôt si on pouvait avoir un petit peu plus de personnel, ben nous, ce qu'on essaie de faire de ce temps-là, c'est justement de dire au MRC, vous en avez, vous pouvez en prendre un petit bout, puis ça va être tellement riche que vous allez aller chercher dans les municipalités, ça va être incroyable.
Fait que, il y a peut-être des trucs à deux vitesses comme ça à voir. Juste pour raisonner vite, vite, moi, j'ai déjà fait une tournée de petites municipalités, très petites municipalités pour des projets MADA et ça a été extraordinaire. Honnêtement, là, ça a été extraordinaire ce qui s'est passé là. Bonjour Frédéric. Bonjour Sonia, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir. Ben oui, pour faire du pouce sur ce qui a été dit, puis pour répondre à la culture de l'action, hein, il y a tous les projets de déminéralisation là, hein, citoyenne qui engagent les citoyens à déminéraliser pour la gestion, une meilleure gestion des eaux pluviales. Le reboisement social hein, qui fait appel à la collaboration citoyenne. Là. C'est intéressant parce que ça met en relation toutes sortes de citoyens. Donc, je me dis, ça, c'est intéressant parce que pour y avoir déjà participé, il y a comme une forme d'accompagnement qui est fait. Il y a quand même un certain soutien financier. Puis, c'est ponctuel, puis ça vient se rattacher à une compétence municipale. Bon, là, déminéralisation, entre autres, oui, il y a la question de l'embellissement, mais la gestion des eaux pluviales. Il y a le comité de bassin versant aussi. Il peut y avoir certaines corvées qui sont réalisées. Donc, je pense que les élus sont sensibles à l'amélioration du cadre de vie de leur municipalité. Puis ce sont à la pièce, hein, à toute petite échelle, des initiatives qui permettent peut-être un engagement citoyen qui va au-delà de l'exercice du droit de vote. Donc, c'est ce que je voulais vous partager. Merci. Merci Frédéric. Madeleine, moi, j'allais dire que tu as rebaissé ta main 2 fois pour laisser les gens parler, j'avais bien compris, mais vas-y. J'aime ça écouter les gens parler. Mais je veux quand même revenir sur ce qu'on a dit par rapport au rôle de la santé publique, des agents de développement, les organisateurs communautaires. Là, il y a une clé, là, parce que ce qui ressort aussi de l'étude, et encore une fois, je mêle toutes les études que j'ai menées sur le sujet depuis 3 ans, là, c'est qu'il y a des ponts à créer entre le milieu municipal et le milieu communautaire. Les élus des petites municipalités sont pas tous au courant du rôle du milieu communautaire et ou agents. Je suis bien consciente que les organisateurs communautaires sont pas dans le milieu communautaire, là, mais je veux dire, ils sont en lien avec le milieu communautaire. Puis, faut pas prendre pour acquis, faut pas tenir pour acquis que le rôle du milieu communautaire par rapport au développement, puis le lien qu'ils ont avec des citoyens qu'on retrouvera pas nécessairement dans nos consultations classiques. Ça, c'est pas super bien connu. Fait qu'on a, il y a tout ce volet-là qui est super intéressant en lien avec la participation citoyenne à développer les connaissances de notre milieu politique par rapport au rôle, puis ce que peut apporter comme aide, puis comme connaissance, puis comme lien avec les citoyens, tout le milieu communautaire et les organisateurs communautaires aussi au niveau des centres de santé. Mon Dieu, je me permets, il y a un trou. Non, c'est parce que je trouve que, tu sais, ce qu'on n'a pas parlé encore, c'est tout ce, parce que je pense que vous ne l'avez pas eu comme commentaire dans les entretiens, mais tout ce côté de dire, ben, si je consulte, je reçois du chiolage. Puis, bon, un moment donné, là, me faire chier dessus, ça ne me tente pas. Mon Dieu, j'avais oublié cet enregistré. C'est bien moi. Fait que, tu sais, ce côté-là de dire au niveau de l'approche, au niveau des façons de faire, au niveau, puis là, tu sais, Marc, tu disais aussi, quel citoyen en dehors, tu sais, des entretiens, ça en faut combien pour qu'on se dise que, OK, ça a du bon sens? En tout cas, il y a beaucoup de questions derrière ça, mais il y a tout le côté aussi de dire comment on le fait pour faire en sorte qu'on crée de l'intelligence entre les citoyens, puis qu'on fasse vraiment quelque chose qui est intéressant, qui est dynamisant, qui est mobilisant, puis qui n'est pas juste, ben, j'ai consulté tout le monde, là, puis ça va être ça. Il me semble qu'on est rendu ailleurs. Je ne sais pas, avez-vous un peu de trucs par rapport à ça, mesdames? Mais ce que tu mentionnes, puis on ne l'avait pas mentionné parce que je ne sais pas, peut-être qu'on. Peu importe, on était dans le positif, là, mais ce que tu mentionnes est ressorti beaucoup dans les entrevues que j'ai faites dans le cadre de ma thèse. Du chiolage, si on ouvre la porte à l'expression des citoyens sur certaines questions, bien, on le sait que c'est les gens qui sont pas d'accord qui vont venir, les gens on le sait c'est qui, on les connaît, puis on veut pas les entendre. C'est un peu ça. Puis, il y a aussi eu des expériences même quasi traumatisantes de consultation citoyenne dans certaines communautés. Moi, il y a des gens qui m'ont rapporté qu'il a fallu que la police se rende là. C'est pas toujours
c'est pas toujours les cocos de Pâques puis les, les belles expériences ludiques, là. Il y a eu aussi des expériences pas trop intéressantes dans le passé. Puis je pense que ça ramène de l'avant l'intérêt à s'ouvrir, à écouter les élus sur ce qu'ils perçoivent puis ce qu'ils ressentent quand on parle de participation citoyenne pour en tenir compte, puis peut-être ensuite bâtir là-dessus, dire OK, bon, mais ça, effectivement, ça n'a pas fonctionné. Puis comment on fait maintenant pour aller chercher puis nuancer les discours, puis aller chercher différentes voix, de citoyens différents, mais ça part de l'écoute. Fait que cette écoute-là dans l'accompagnement, c'est super important qu'on l'ait. Puis plutôt que d'arriver avec des guides puis des méthodes, je pense que d'arriver avec rien, ça me semble plus gagnant. Arriver avec rien, les bras ouverts, puis dites-nous ce que vous en pensez. Puis ça semble être une base qui me semble beaucoup plus fructueuse. On travaille beaucoup sur le dialogue dans nos différents projets d'intervention, recherche. C'est l'expertise qu'on développe depuis quelques années. On travaille toujours avec une éthique du dialogue à la base, qu'on explicite toujours très, très clairement dès le début, comme quoi les opinions divergentes ont le droit d'être nommées et qu'elles doivent être nommées avec respect des autres, puis qu'il faut être capable de les accueillir quand on n'est pas d'accord avec ça dans le respect de la personne. Juste de le nommer systématiquement à chaque fois, nous, on l'observe, l'impact positif que ça a, même si ça ne fait pas toute la différence. Puis l'autre chose aussi, un des réflexes qu'on a, en fait, il y a différentes stratégies qu'on peut prendre, mais quand il y a des sujets qui sont très, très tendus, on peut trouver plein de stratégies de consultation pour un peu gérer le risque de dérapage. Et je pense que d'y aller dans des plus petits groupes, quand il y a des enjeux très tendus, ça peut faire partie des stratégies. Le dialogue, c'est pas une fois tu consultes puis c'est fini, là, d'y aller par étapes. Ça permet justement de gérer justement ce développement de l'échange entre les populations cibles, puis d'arriver à créer, à construire cette vision commune où on détaille l'enjeu, le problème, pour pouvoir arriver après ça à des pistes de solutions. Dans le dialogue, en principe, ça circule, hein? C'est ça, mais il y a différentes stratégies qui peuvent être mises en place pour gérer le risque. Puis les petits groupes dans une grande assemblée, si jamais ça dérape dans un petit groupe, mais toutes les autres personnes participantes n'auront pas nécessairement une frustration. Il y a plein de stratégies qui peuvent être mobilisées, qui ne sont pas magiques, mais qui aident beaucoup. Absolument. Merci, Catherine. Marie-Claude, puis ensuite, je nous rappe ça, comme on dit. Ben, écoute, très rapidement, c'est juste parce que là, je surfe un peu sur l'idée d'arriver avec rien. Là, je suis un peu ça peut déraper. Il y a un processus, il y a des méthodes, Catherine vient de le mentionner, il y a des trucs. Je pense que c'est là la clé. Arriver avec un rien, c'est peut-être dire, ben, tout est ouvert, effectivement, mais il faut arriver avec quelque chose aussi, puis il faut être préparé, ça se prépare des processus. Moi, je dis jamais que c'est une consultation ou un exercice de participation, c'est un processus. Non, mais c'était pas l'idée d'arriver que rien au processus, c'est d'arriver que nous, dans notre accompagnement, on arrive avec, comme tu disais, Catherine, une attitude ouverte au dialogue, puis qui est explicitement présentée. C'était beaucoup plus ça. Merci de la précision. C'est une posture, mais effectivement, il y a des outils, puis il y a des, c'est un processus, puis ça s'apprend, puis il y en a des trucs. Là. La participation publique, ça commence par l'information. Si les gens sont pas au courant, ça se peut qu'il arrive fruit. Fait que là, si les gens sont au courant que la première étape, c'est on fait juste vous parler de quelque chose, prenez le temps d'y réfléchir, dites-nous ce qui vous plaît pas, on vous reviendra, on va rejaser. Effectivement, c'est le dialogue qui prime, qui doit primer, là, parce que faut pas exclure non plus ceux qui sont contre un projet, il faut les écouter. Il faut trouver une façon de travailler avec eux autres. Toutes les voix doivent être entendues. Merci. Écoutez, je nous ramasse ça vite. Je ne vous ferai pas une synthèse, inquiétez-vous pas. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Merci Madeleine, merci Catherine, merci à Guy qui a quitté. Merci à vous toutes et tous d'avoir été là. Je veux vous dire que des stages mi-taxe, si vous ne connaissez pas ça, avoir une étudiante de doctorat brillante qui vient répondre à une question chez vous pour vos besoins de terrain. C'est vraiment le fun. Je vous incite à aller voir et à vous procurer une stagiaire. C'est une blague, Madeleine. Mais non, mais on a vraiment été très, très, très contente de travailler avec Madeleine jusqu'à maintenant. Puis en tout cas, à chaque fois, ça nous a donné des beaux sujets pour échanger avec vous, apporter de l'eau au moulin, parce que c'est toujours ça dans le fond. Ce n'est pas les réponses, c'est d'amener de l'eau au moulin, essayer d'avancer là-dedans.
Donc, on vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir été là. Bonne suite de journée, puis au plaisir de vous recroiser bientôt. Oui, tout le monde, merci beaucoup. Au revoir.